Alors, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci d'être là. Merci à Sylvie, d'Artaïs, à tous les membres d'Artaïs qui nous ont invités, qui ont pensé de créer ce programme de rencontre auquel j'ai eu le plaisir d'assister aux plusieurs. Et en particulier, j'ai eu la chance d'écouter plusieurs où Maya Sachvé était invitée en tant que modératrice. Et aussi, un plaisir pour moi, c'est d'échanger avec Loulou Nuti, une artiste que j'aime beaucoup son travail, et qu'on se rencontrait il y a maintenant quelques années, quand j'ai commencé à travailler autour d'un projet avec les étudiants et des jeunes diplômés des Beaux-Arts de Paris. À l'époque, Loulou était présentée par une artiste que certaines de vous connaissez, Katia Eve, qui me dit il y a une artiste, elle s'appelle Lolo Noti, il faut absolument que tu vois son travail, ça va te plaire. Et du coup, je me suis dit que, allez, effectivement, pourquoi pas, et c'était un amour comme ça, tout de suite. Donc, le travail de Loulou, et donc je vous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas Loulou personnellement ou son travail, je vous laisse écouter. Donc, du coup, Loulou, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter? Bonsoir. Je vous remercie tous également d'être ici ce soir et pour l'invitation à Sylvie, Mathieu et Artaïs. Merci. Et Azad, je suis ravie également de parler avec toi ce soir et que notre dialogue soit enregistré et que ça reste pour la postérité tant que qu'Internet va perdurer. Je suis une artiste franco-italienne. J'ai grandi à Rome et je suis venue à Paris à 18 ans pour entrer aux Beaux-Arts de Paris avec l'idée de rentrer dans l'atelier de Giuseppe Pennone. Mais j'ai rencontré entre-temps Elsa Caio qui a été mon chef d'atelier pendant 5 ans et qui m'a énormément donné pendant cette période d'études. Aussi, pendant cette période, il y a une autre personne qui a eu beaucoup d'importance pour moi, c'est Alain Bonfant, qui était professeur d'esthétique. Mon travail se base sur une relation aux matériaux, une écoute du matériau, une étude du matériau, et qui part toujours d'une attirance plastique de ses propriétés et qui se développe ensuite avec des projets qui sont assez longs, qui se construisent comme des narrations donc, de cette relation que j'entreprends avec la matière. Ça, c'est une des possibles clés de lecture. Il y a aussi un sentiment qui, qui m'accompagne dans mon travail à l'atelier, c'est un sentiment de responsabilité et d'impuissance par rapport à ce que je crée, donc je mets au monde, et qui est évidemment influencé par la période historique dans laquelle j'ai évolué, qui est une période donc, de trop-plein matériel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une énorme économie de moyens à l'intérieur de mes projets. Ça, c'est deux clés importantes de la lecture du travail. Alors, merci beaucoup, Loulou, pour cette présentation. Et tout de suite, une question avant qu'on lance notre PowerPoint. Tu as précisé franco-italienne. Est-ce que ce côté franco-italien a une conséquence sur le travail? Parce que tu as cité, je me rappelle que aussi lors de notre rencontre, tu m'as dit, j'allais pas tout de suite. Au départ, j'ai pensé aller chez Pennon et après, je me suis dit, non, je suis italienne, comment je peux aller chez Pennon? Donc, du coup, est-ce que cette dualité a eu une conséquence sur ton travail et sur certains choix? Alors forcément, parce que quand on dit langage, on dit aussi politique, et donc ces deux nations avec des politiques et de une poésie et de l'art très très différentes. Je pense par exemple, je parlais tout à l'heure de ma sensibilité par rapport aux événements écologiques, par exemple, c'est quelque chose que je suis beaucoup. Et quand il y a eu l'accident de Fukushima en 2011, je voulais faire un travail sur la représentation du nucléaire. J'avais commencé un travail
qui est encore dans mes classeurs, fait partie des projets que je n'ai pas encore complètement aboutis. Et j'écoutais la radio dans les 2 langues au moment de l'accident. Et les informations, par exemple, qui étaient données étaient très différentes, même les paroles utilisées. Donc, il y a une lecture, quand on est bilingue, il y a une lecture du monde qui est double aussi. Donc, oui, je pense que de ce point de vue-là, ça m'a évidemment influencé. C'est pour ça que je le dis au début. Merci, merci. Tu pensais à autre chose peut-être. Tu peux ajouter des lectures de curateurs, toujours. Non, mais c'est moi la lecture qui m'a intéressé parce que c'était une des premières pièces qu'on va traiter et qu'on voit cette pièce-là derrière Loulou dans l'atelier des séries des Horizons. Donc, du coup, qui sont derrière, du coup, à droite de Loulou, qui était la première pièce de Loulou que j'ai eu le plaisir d'exposer et travailler avec en tant que commissaire d'exposition. Je pense qu'on pourrait commencer par... Lancer le partage. J'y suis. Vous voyez l'écran? Oui. Oui, c'est parfait, merci. Très bien, merci. Très bien. Donc, je vais montrer l'horizon. Je vais un peu voyager dans les diapositives parce qu'avec Azad, on a décidé de présenter le travail pas de façon forcément chronologique. Donc, je vais directement à l'horizon. Et donc, du coup, on fera une lecture à rebours du travail. Ah, voilà. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'était la pièce que j'ai aussi le plaisir d'exposer dans une expo intitulée La Musée. La Musée à la Galerie Italienne, et où Maya, elle avait écrit un très beau texte sur cette exposition. Alors, cette pièce-là, dès le départ, m'a intrigué parce qu'il y avait 2 références. Tout d'abord, pour moi, c'était à la fois, si tu veux, une manière d'appréhender poétiquement l'espace, parce qu'il s'agit de cet rapport-là à l'horizon, la matière, donc du coup, parce que c'est toi-même qui travailles avec la matière, et puis c'est le texte. Le texte, et la première référence auquel j'ai pensé depuis, c'était Marcel Broders, donc du coup, l'œuvre qui est dans la collection de musée de Gand, une très belle pièce, Marcel de Marcel Broders, où il a repris les poèmes de Mallarmé avec les barres. Donc, je voulais savoir d'où vient l'idée de cette pièce-là, d'où vient cette volonté d'observer, parce que c'est une déclinaison, c'est toute une famille de pièces qu'on appelle les horizons. Alors, l'horizon, il naît d'une relation très personnelle, en fait, qui est avec mon père, qui était en fin de vie quand je préparais mon diplôme. Et un jour, il m'a dit facciamo lievitare il tempo. Ça veut dire, traduit en français, faisons lever le temps, comme du pain. Et tout d'un coup, pour moi, cette vision, j'ai pensé tout de suite à des lignes dans l'espace qui puissent s'élargir ou se rapetisser selon le temps et l'espace qu'on avait à disposition. Donc cette idée de déplacement et de espace qui s'unissaient. Et c'est pour ça que ce sont toujours des pièces qui sont composées de plusieurs lignes et qui s'adaptent à l'espace et qui accompagnent le spectateur dans sa déambulation à l'intérieur de l'espace d'exposition, en tout cas du lieu où elles sont installées. Voilà, à ce moment-là, je travaillais énormément aussi le fer forgé pour d'autres projets. Et une ligne, c'est une série de points qui sont réunis dans une infinitude de points ensemble. Le fer est forgé comme ça par points. C'était un peu aussi une transcription pour moi de ce geste, donc de dessiner une ligne, mais de la faire en matière. Et le symbole de l'horizon aussi qui m'est très très cher, c'est l'idée de cette possibilité de projection d'idées. Donc quand tu parles de mots,
Ben voilà, l'horizon, c'est un endroit où on peut projeter, on pense à son passé, un endroit suspendu. Donc, on peut projeter ses souvenirs, ses désirs, et ça, c'est sa symbolique propre. Donc, l'idée d'ouvrir un horizon à l'intérieur d'un espace fermé, c'était tout ça. Et donc, ça revient à cette relation personnelle. Donc, créer un espace où tout est possible dans un temps fermé. Merci pour la réponse. Et l'autre question que je me pose tout de suite, c'est malheureusement euh, les personnes qui n'ont pas vu cette série Horizon, c'est la question des dimensions de tes pièces. Il y a une certaine dimension, parce que à peu près on va dire les parenthèses des horizons, ils ont une dimension, on va dire, humaine, ou en tout cas applicable à une échelle humaine. Et toi, dans ton travail, où tu travailles énormément avec le volume dans toutes ces images-là qui sont en train de défiler, il y a le rapport à la volume qui m'est très cher, une sorte de concordance de la pensée, si tu veux. Je veux savoir d'où vient cette manière de traiter la volume temps et de cette manière, du coup. Alors, ça s'est beaucoup développé ces 2 dernières années, parce qu'avant, l'idée le volume, c'est toujours lié au corps, à mon propre corps. Dès mes premières pièces, je prenais mon corps comme donnée de mesure. C'est lié à cette idée de possibilité de rencontre avec la sculpture. C'est-à-dire que quand on met une pièce au mur, elle n'occupe pas un espace vital, alors que la sculpture, il y a cette idée, cette possibilité en tout cas de rencontre avec autrui. Moi, je vis beaucoup mes pièces comme des formes d'organismes, justement parce que je les conçois toujours comme des pièces qui peuvent toujours, pas toujours, mais presque, des pièces qui peuvent évoluer selon l'espace ou qui vont changer de couleur aussi, parce que je travaille énormément avec des matériaux qui changent avec le temps. Et donc, il y a cette idée de rencontre qui provoque la taille des pièces. Après, il y a également l'idée du poids qui est très intéressant, enfin très importante pour moi. La loyauté, disons, avec le matériau, par exemple, il y a ces pièces qui ont été présentées chez Chloé Salgado en dialectique n'est pas inintéressante entre la défense du patrimoine et la création. Moi, j'aime bien ces interférences parce que des fois, on oublie qu'on a un public. Donc, j'aime bien. Et donc ici, par exemple, la taille, les socles étaient à hauteur du visage. C'était vraiment pour imposer une façon de regarder la pièce, donc un point de vue. Donc, ce ne sont pas des pièces très grandes, mais qui ont une présence. Non? Et ça, je pense aussi que c'est dû au poids des pièces. Rossellini, quand il faisait ses films, il demandait toujours aux scénographes de remplir les armoires, même si elles n'allaient jamais être ouvertes par les acteurs. Et ça, ce sont des choses auxquelles je pense aussi. Je parle du béton, ce projet-là est vraiment né d'une étude de la production du béton, donc du fait que le sable qui constitue grande partie des bâtiments en béton est pris désormais des fonds marins. Et donc, je voulais mélanger ces deux formes, donc les formes des villes géométriques qui s'érigent et une terre qui va en se creusant. Et si j'avais fait les formes vides, elles auraient eu moins de poids, moins de présence, moins de grandeur, disons. Donc, quand tu parles de taille, ce n'est pas toujours forcément des pièces monumentales, mais qui ont un poids spécifique, plutôt. Je pense plutôt au poids spécifique.
Merci pour ce terme poids spécifique. Et tout de suite, tu as cité 2 choses. Le matériau, ce qui est, c'est une des, si tu veux, pour moi, cette loyauté envers le matériau, dont l'expression que tu as employée, pour moi, c'est un des moments, un des piliers de ton travail. La manière dont tu appréhendes et tu écoutes le matériau, la manière dont tu travailles avec, en prenant en compte, toutes les imperfections, tout le côté naturel. Et donc il y a quelque part il n'y a pas cette volonté de conquérir le matériau, mais plutôt de l'écouter, de essayer de créer un dialogue avec. Puis je te demandais de me parler de ça. Oui, alors ça, c'est venu vraiment avec le temps et avec surtout grâce avec le béton et la colle à carreaux et ce mélange avec les pigments qui était assez expérimental parce que j'ai étudié la fresque aux Beaux-Arts de Paris, donc j'ai essayé de reproduire la technique de la fresque à l'envers. Donc j'ai commencé à placer les pigments sur mes positifs et voir comment se cristallisait le matériau et absorbait les pigments. Donc j'ai commencé cette recherche en étant, comme je disais tout à l'heure, très fidèle à des formes géométriques, donc avec cette idée de l'intervention de l'humain sur la matière. Et au fur et à mesure que j'avançais, donc peut-être qu'on peut juste expliquer rapidement Calcare il Mondo. C'est un projet que je présente comme un comme un projet de science-fiction où j'imagine de mouler le monde pour le reproduire ailleurs. Donc il y a cette idée d'un geste poétique pour la sauvegarde, dans le sens de sauvegarde des formes, sauvegarde d'une mémoire du monde, à travers la sculpture. Donc une réponse à un moment précis, un moment historique. C'était 2017. Il y avait également les premières candidatures pour aller vivre sur Mars à ce moment-là. Il y avait les géogénieurs dont on entendait énormément parler. Et pendant donc ces études à l'atelier de comment mouler le monde en 4 parties, en 2 parties, en 8 parties, et vous voyez les pièces défiler, donc les pièces qui naissent de cette série, j'ai commencé à provoquer des accidents. Et là, c'est le moment où la matière a commencé à avoir une propre indépendance à l'intérieur du coffrage. Et en fait, ça a été naturel. À l'atelier, il y a un jour où j'avais pas de bois pour fabriquer la caisse. Et donc, j'ai décidé de couler le béton à lui-même et de voir quelle forme il allait prendre. Et il y a des coquillages qui se sont formés. Il y a une moitié de coquillage qui s'est formé. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été une révélation parce que j'étais partie des fonds marins, du paysage invisible. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment comme si la matière, en la laissant libre, a parlé en quelque sorte, a fait ressurgir une mémoire. Et donc c'est à partir de ce moment-là, ça c'était il y a 2 ans, que j'ai fait cette dernière partie du travail qui a été présentée là dernièrement dans une galerie à Rome qui s'appelle Galleria Alessandra Bonomo. Sauf qu'il y a aussi... Sauf qu'il y a aussi ce sentiment de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Et toutes ces erreurs, pendant ces années, ont provoqué énormément de résidus dans mon travail, dont du plastique, qui reste encastré à l'intérieur des coquillages ou du béton, qui reste pris par la matière. Et donc, je me retrouvais comme ça avec des morceaux, des brindilles de plastique. Je cherchais pour essayer de voir si je pouvais vous en montrer une. Et j'ai décidé de terminer la recherche en terminant le matériau. Et donc, dans les pièces que vous voyez sur l'écran, à l'intérieur de ces enroulements de béton et de plastique autour du métal, le plastique reste inclus dans la matière. Donc, c'était vraiment une idée de finir la recherche sans laisser de traces et une réappropriation aussi de la couleur. Donc, j'ai inséré à l'intérieur des sculptures les couleurs d'habitants des fonds marins, donc de différents poissons, crustacés. Et c'était une façon aussi à l'intérieur de l'atelier de me rapprocher du dessin en vue de la nouvelle partie de ma recherche qui va être présentée chez Chloé Salgado le 19 mai. Donc, c'était vraiment un passage de la sculpture au dessin à l'atelier. Et l'installation est suspendue au plafond
donc les tiges ne touchent pas le sol, pour donner cette idée d'être sous un paysage, donc à l'intérieur sous le niveau de la mer, si on veut. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Un mot qui me venait à l'idée, c'est la question de voyage, parce qu'on a eu l'occasion de collaborer avec Loulou autour d'une exposition personnelle dans un espace d'une galerie associative, d'une association qui s'appelait Galerie Mansart. Et c'était un projet qui est né d'un voyage, d'une résidence. Il me semble, le nom de la résidence était Cabin Owners. Du coup, que Loulou elle a réalisé. Et puis-je te demander de parler de ce projet, s'il te plaît? Je vais mettre la vidéo dans le fond. Vous me dites si vous m'entendez mal. C'est une résidence qui a eu lieu en 2017. Et j'ai été invitée donc, par Donors Cabin à intégrer un bateau marchand qui transportait du fer du Brésil jusqu'aux Pays-Bas. Et en fait, je repense tout à l'heure, on parlait de ce rapport à la matière. Je pense que ça a vraiment commencé à ce moment-là parce que j'avais jamais été sur un cargo et je voulais faire des sculptures. Et j'ai amené avec moi des matériaux basiques, disons, de sculpture, donc du plâtre, des feuilles, de la filasse. Et voilà, j'étais un peu en attente de signaux sur le bateau. Et le bateau s'est recouvert d'une couche très, très fine de fer, donc de poudre de fer, et de façon monochrome comme ça, qui a commencé à être bougée par les vents au moment où nous sommes partis du Brésil. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, je pense que oui, regardez le sable qui bouge sur la plage, il prend des formes très différentes, il est dessiné par le vent. Et donc, c'est ce qui se passait sur le bateau avec cette poudre. Et je l'ai figé grâce au plâtre, donc le seul matériau que j'avais à disposition. Et donc, j'avais ces très grandes feuilles de plâtre que j'avais coulées. Et ensuite, j'ai décidé de les faire casser par le vent et de les garder debout sur leur point de rupture. Donc, c'est la première fois peut-être où il y a eu cette intervention d'un élément naturel ou en tout cas de la matière qui réagit à une intention, à un input. Et cette point de rupture dans certaines pièces, parce que quand même, ce qu'on voit ici, par exemple, la pièce sur un socle, d'où vient, si tu veux, c'est une question qui me venait comme ça à l'esprit, d'où vient le moment quand tu sais qu'une pièce, dans ces conditions-là, elle est terminée? D'où, parce que, voilà, je te laisse répondre. Ça, en fait, c'est un ensemble de formes et de couleurs qui fait que je me dis que ça y est, c'est elle, c'est aussi sa résistance parce que j'en ai réalisé énormément et finalement, il n'en reste que 5. Et c'est parce que le point de rupture est vraiment un point de faiblesse, mais surtout de force sur ces pièces-là. Et dans ce projet-là, il y avait aussi une idée d'archivage. Donc, j'ai gardé vraiment une pièce pour chaque vent que j'avais rencontré pendant le voyage. Et comme si c'était vraiment des carottages, mais faits avec l'air. Voilà. C'est une relation sensible, en fait. C'est comme quand on dessine. C'est un peu difficile de dire le moment où on décide que le dessin est infini. Ça, c'est fini. Ça, c'est une question qui est vieille comme le monde, non? Oui, alors il me semble que avec ces pièces-là, il y avait quand même une méthodologie qui a été élaborée où il y avait toujours 2 points d'équation qui faisaient que la pièce, elle tenait. Oui, il y avait ça aussi. Donc c'était un... Non, ça dépend, parce que celle-là, elle tient sur un point, la grande. Effectivement, Mm. un point. Non, c'est vraiment qu'elle tienne vraiment, parce que l'équilibre, c'est
c'est fragile, mais il faut que ce soit résistant à la fois pour que ça perdure. Donc c'est ça, c'est une des parties. Mais sinon, après, il y a tout simplement le côté de plastique. Et tu viens de juste passer voilà, tu viens de juste passer des dessins, parce que ce projet-là qui était à la fois pour moi une manière d'archiver le voyage, à la fois d'archiver le bateau, ce qui s'est passé, et archiver le vin. Une manière de, si tu veux, de mesurer, parce que toi-même, tu disais que la question de voyage elle était introduite dans la famille Nuti depuis longtemps. Il y avait cet amour de voyage. Donc, cette pièce qui, au départ, qui n'a pas fait partie de cette exposition-là, j'ai oublié en quelle année, il y a 2016? 2018. 2018, merci. En 2018, mais une pièce qu'on a vue, qu'on voyait tout à l'heure dans les vidéos, qui mesurait comme une sorte de pendule le vent et le dessin qui est né, ce dessin abstrait qui est né de cette rencontre des forces de la nature, le mouvement de bateau et ton idée. Ça, c'est vraiment un travail qui répond, j'en parlais l'autre fois, j'ai eu une visite d'atelier avec un curateur italien et c'est un travail assez particulier parce que ça répond à une expérience, c'est un peu un journal de bord, c'est pas un travail que j'aurais fait a priori et, et donc dans les résidences, il y a aussi cette idée de créer une relation avec les personnes qu'on rencontre et sur le cargo, donc il y avait des marins, des professionnels qui ne sont pas habitués à avoir des invités dans le bateau. Donc, il fallait aussi que je trouve une façon de dialoguer avec eux. Il y avait plusieurs nationalités différentes. Et ils me parlaient tous du bateau comme un peu d'un animal sacré. Et qui a un cœur et un cerveau. Donc, le cerveau, c'est la capitaneria, c'est ceux qui sont en haut, dans le deck. Et le cœur, ce seraient les ingénieurs qui sont à la machine. Et cette pièce, pour moi, donc c'est 13 dessins qui sont, en fait, qui tracent toute la traversée. J'ai travaillé de façon assez, très régulière. J'avais une feuille, je faisais tracer par un stylo le jour d'un côté et la nuit de l'autre. Donc, chaque dessin correspond à un jour dans l'Atlantique, du départ jusqu'à l'arrivée. Et c'est des cardiogrammes, donc je les ai appelés des cardiogrammes. Et ce qui est intéressant avec ce travail-là, c'est justement cette inscription au sein de la résidence parce que tous les jours, je faisais ce que faisaient les officiers sur un carnet. Ils écrivent les coordonnées du matin, les coordonnées du soir et la force du vent, la force de la mer. Moi, je faisais faire le dessin par le stylo et je montais avec eux à la même heure et j'écrivais sur le bord du dessin toutes les données qu'ils transcrivaient sur un carnet. Et en fait, ils ont commencé à jouer avec ces feuilles circulaires à deviner quel jour correspondait à quel dessin. Donc, il lisait le dessin formé par le stylo. Et pour moi, ça a été vraiment le moment où j'ai compris que je pouvais instaurer un dialogue avec eux, en tout cas que je m'étais syntonisée, disons qu'il y avait un échange possible. C'est les travails en résidence comme ça, voilà, lié à un moment et à des personnes aussi, à d'autres personnes. Merci, merci. Et l'autre question, c'était tout à l'heure, on voyait des images, quelques images de ton exposition qui, en ce moment, qui va ouvrir le 19, donc du coup à la galerie Chloé Salgado. Et une pièce qui, pour moi, qui rentre dans cette idée de continuité de dialogue entre deux médiums, de la sculpture et du dessin, ce qu'on voit sur le mur. Et puis l'autre pièce, c'est la manière quand même de travailler avec le métal, ce qu'on voit voilà. Donc je voulais te poser la question, c'est peut-être comment ça s'appelle peut-être c'est erroné, mais j'ai l'impression que chez les artistes italiens de cette génération, il y a très souvent cette loyauté envers le matériau, la volonté d'écouter ou de travailler avec le matériau qui n'est pas tout à fait, ou ce que voit plus rarement en tout cas à Paris. Aussi la question de savoir-faire maîtriser le matériau.
est-ce que ça vient de Beaux-Arts, de la période? D'où vient l'idée, par exemple, de cette pièce-là où on voit des feuilles? Tu peux nous parler de ce procédé, s'il te plaît? Donc ça, ce sont des feuilles galvanisées qui ont été recouvertes d'un strate métallique très très fin. C'est une pièce que j'ai fait en collaboration avec un artisan, parce que c'est une technique qui est compliquée à gérer, en tout cas pour faire ce type de rendu très fin. Alors, toute l'exposition fait référence à des souvenirs, ou en tout cas l'idée d'essayer de figer un moment et les répercussions qu'ont les souvenirs sur l'objet qui est présenté. Je ne pourrais pas vous montrer toutes les photos de l'exposition parce que je voudrais que vous veniez la voir. Donc moi, je serai présente du 19 jusqu'au 25. Je serai ravie de vous accueillir. Il y a d'autres pièces que je ne vais pas montrer à l'intérieur du PowerPoint. Mais ces feuilles, à Rome, elles ont une symbologie très particulière. Elles se trouvent à côté, donc on parle toujours d'espace et de temps, elles se trouvent à côté du Tibre. Et on sait, quand on est un Romain, que plus on voit de feuilles au sol, plus on s'approche du Tibre au moment de l'automne. Donc, il y avait c'était ça le point de départ. Et aussi, c'est né d'une relation qui s'est formée cette dernière année, d'un rapport à la nature, de protection, enfin, que j'ai commencé à percevoir comme un espace où je ne pouvais plus me sentir complètement libre, que je ne dominais plus. Je pense que c'est... En fait, je me suis rendu compte en faisant la pièce que je pense qu'elle a été énormément influencée par l'année de Covid, par 2020. Et la pièce, elle a vraiment une double lecture. Quand on la voit de la rue, elle ferme la galerie, elle la protège. C'est un obstacle. Quand on est à l'intérieur de la galerie, elle est très fragile parce que les feuilles sont tenues entre elles. Il n'y a pas d'éléments de tubes à l'intérieur des feuilles. C'est vraiment des feuilles vides qui se tiennent entre elles. Et sans la vitre, il y a ce rapport invece de fragilité. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait de créer avec cette installation. En tout cas, c'est magnifique. Du coup, c'est ce que je vois ici. Et une question que je voulais te poser, c'était c'était les pièces là, ce qu'on voit ici, parce que quand même, il y a la volonté à la fois de faire pour moi de la sculpture, à la fois faire du dessin, et à la fois qui fait référence à des pièces précédentes que tu me montrais, Calcaire du Monde, où il y a les empreintes de différentes couleurs sur le matériau. Et il me semble que cette fois-ci, ces éléments, ces objets, ces sculptures bidimensionnelles, on va les appeler comme ça, ils sont faits en gypse, il me semble, en plâtre. En bois, c'est du En- papier marouflé sur bois. Voilà, sur bois. Puis-je te demander d'où vient cette idée chaque fois de passer et questionner les différents types de matériaux comme du béton, du gypse, du métal, du bois? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un rapport d'exploration. Ici, disons le discours donc, par rapport à Mouler le monde, donc, c'est vraiment clôturé avec ces dernières pièces. Le dessin, j'avais besoin de revenir au dessin pour des raisons aussi d'urgence, d'immédiateté qu'il n'y a pas dans la sculpture. Et aussi cette idée dont je parlais tout à l'heure d'essayer de figer un souvenir, de figer un moment précis. Donc évidemment, j'ai commencé à dessiner sur papier. Mais comme dans cette exposition, il y avait l'idée de vraiment, je voulais explorer aussi le mouvement du souvenir à l'intérieur de l'esprit. Et le souvenir, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui revient de façon circulaire euh, dans la vie. Et donc j'avais besoin d'installer ces dessins sur des planches, en tout cas de pouvoir leur donner une forme qui puisse bouger. Ces pièces s'appellent mouvants,
Il y a mouvant au matin, mouvant au soir, il y en a d'autres dans l'exposition. Et ce sont comme ça des densités, des souvenirs denses, des poudres colorées, comme les appelait Antonioni aussi, ou Bergson, il parle de ça, du temps comme d'une poudre, qui, selon comment est installé le dessin, peuvent être au bout de l'horizon ou au centre, et ensuite aller en s'affievolando et en se dissipant. Pardon. Et donc voilà, et par rapport à la pièce qui est dans la vitrine, il y a cette idée aussi d'essayer de figer un moment qui est l'automne et qui est représenté par les feuilles. Donc ici, dans ce cas-là, le bois, c'était un support qui me paraissait évident par rapport au papier, parce qu'ils ont un lien aussi temporel et de relations de famille. C'est la même famille de matériaux. Et aussi une possibilité très directe. Justement, j'avais besoin que le travail aille vite et le bois, on voit tout de suite le résultat. Le rapport au plâtre et au béton, c'est un rapport beaucoup plus lent, où on attend, il y a une attente par rapport au résultat. C'est une urgence. Cette question de l'urgence, c'est quelque chose qui t'est apparu maintenant pendant le Covid, l'idée de cette exposition-là, l'acheminement de ce projet-là. Est-ce qu'il est, la pandémie, bien évidemment, je pense, il a eu une conséquence sur ce projet-là, sur le déroulement, mais est-ce que quand tu parles de l'urgence, tu parles d'une urgence écologique peut-être, tu parles peut-être d'une urgence de la situation ou c'est personnel? Non, c'est vraiment une urgence par rapport au travail et à ma relation à la création. Tout simplement, j'avais besoin que dans l'atelier, les choses émergent de façon plus rapide. Peut-être que ça a un lien avec, avec le Covid. Il y a aussi eu des événements dans ma vie qui ont fait que je voulais figer des souvenirs tout de suite. Donc, oui, c'est vraiment une exposition qui est née de façon très instinctive et, et que j'ai un peu écrit comme si j'écrivais une poésie. Et c'était ma dernière question lors de cette conversation, c'était la question de l'écriture et de la poésie. Est-ce que on sent à travers certaines pièces cette volonté d'écrire, la volonté d'appréhender le matériau d'une manière poétique? Si on me demande qu'est-ce qu'elle écrit, Loulou, ou si elle écrit des romans, je dirais plutôt qu'elle écrit des poèmes. Loulou Nouti est une poète. Est-ce que tu as dans ton travail, tu as déjà essayé ou avoir un rapport avec le texte, ou le texte était déjà le centre de ton intérêt de recherche, ou peut-être c'était un médium à travers lequel tu t'exprimais? Alors moi, j'écris de la poésie depuis très longtemps, depuis toujours. J'ai toujours écrit des poèmes que j'ai jamais montrés, en tout cas de façon publique. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne et j'ai toujours essayé de le. Enfin, je pense qu'en tout cas, ça c'est un des points de départ de beaucoup de projets. On parlait de mouler le monde tout à l'heure. C'est un geste poétique. Donc il y a toujours cette idée de geste poétique. Après, ici, dans cette exposition, ça a pris plus d'importance. C'est en train de prendre de plus en plus d'importance par rapport au titre, qui est donc terrain amer. Et si vous regardez, on pourrait penser qu'il y a une faute d'orthographe. Or, en fait, c'est un vers d'une poésie que j'ai écrit pour le décès d'une personne chère et dans lequel je parlais du terrain la personne en question serait un terrain et je serais amère. Cette relation. Donc oui, ça commence à être intégré dans mon travail de façon plus évidente. Mais c'est un parcours qui est encore au début d'intégration. Merci beaucoup, Lulu. Et ma dernière question, c'est les projets futurs. Alors, les projets futurs, je suis en train de travailler sur des projets sur la durée, donc je ne peux pas dire exactement quand est-ce qu'ils auront lieu. Il y a un projet qui vient d'une pièce que peut-être certains d'entre vous ont vue à la galerie Chloé Salgado en 2019
et donc qui était un nid d'abeilles que j'ai trouvé et qui correspondait à mon visage, enfin en tout cas à mes yeux, qui avaient des trous qui ont été sculptés par les abeilles. Donc ça, c'est très important. C'est les abeilles qui ont sculpté ces trous. Et que j'ai décidé de la transformer en bronze pour la sauvegarder et maintenir cette forme. Donc il y a un projet sur le hasard dans la carrière des artistes que j'ai commencé à chercher des personnes pour m'aider à le réaliser, parce que j'ai besoin de travailler avec des apiculteurs, mais aussi avec une fonderie. Et donc voilà, c'est un projet qui comprend la participation de 12 autres artistes. En ce moment, je travaille énormément sur des projets collectifs. Si je dois résumer ce qui se passe, c'est vraiment l'idée de collaboration, à la fois dans l'atelier à Rome, donc cette création d'un grand espace où accueillir des artistes étrangers également, et dans mes projets personnels où d'autres artistes interviendront. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci Sylvie de nous avoir invités. Écoutez, merci à tous les deux pour ce très bel échange. Loulou, moi je voulais, avant de passer la parole à tous nos spectateurs, je voulais revenir un peu sur la poésie, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, tu avais déclaré que pour toi, la matière et les matériaux véhiculaient plus d'informations que les mots et possiblement le langage. Et pourtant, tu écris énormément de poésie. Donc, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce point? Alors, tout à l'heure, on parlait de la différence entre l'italien et le français. Non, et la poésie, par exemple, elle est très importante sur cette différence. La poésie, c'est pas uniquement de la signification, c'est une atmosphère qui est liée énormément au son des mots. Il y a des poésies qu'on peut ne pas comprendre, dont on comprend. C'est comme la chanson. Et on ne comprend pas forcément la signification, mais un ensemble de sons forme un paysage mental. C'est ça qui m'intéresse beaucoup quand j'écris de la poésie, et je suis énormément influencée par la poésie française, par exemple, de ce point de vue-là, où le travail avec le son est de la matière. Donc c'est là où avant je les voyais complètement séparés. Maintenant, ça commence à se rejoindre, ou en tout cas, peut-être simplement, j'en prends conscience, parce qu'il y a aussi ça, j'ai l'impression, en tout cas dans l'évolution, il y a la prise de conscience de processus qu'on fait de façon inconsciente aussi dans le travail d'artiste, et qui, à un moment donné, se palaisent, hein, deviennent évidents. Et Azad parlait tout à l'heure du rapport au texte de l'horizon. Pour moi, ce n'était pas du tout évident quand je l'ai réalisé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, tout à fait. Et dernière question, est-ce que tu pourrais dire, parce qu'en fait on en a parlé un petit peu, mais voilà, on était en tout petit comité, l'endroit où tu te trouves et cet atelier collectif, voilà, auquel tu voudrais inviter des artistes étrangers à venir faire des échanges et en résidence? Donc oui, alors avec le Covid, Rome a eu vraiment un redessinement de l'équilibre de la ville, qui était évidemment rythmé par le tourisme. Et donc, il y a beaucoup d'endroits qui ont perdu leur fonction, et dont des très grands espaces que, par exemple, les commerçants utilisaient pour garder, je sais pas, les magasins de souvenirs gardaient toutes leurs matériaux ici, leurs objets. Et donc, il y a des très, très grands espaces qui ont des loyers très bas. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont revenus de l'étranger. Pour l'instant, c'est vraiment des Italiens, des Romains surtout, qui ont vécu longtemps ailleurs et qui sont revenus parce qu'ils ont su qu'il y avait ce phénomène. Et ici, en particulier, c'est un espace qui s'appelle Postex. On est 10 artistes, on partage 1000 mètres carrés. Donc, on a des ateliers en moyenne de 100 mètres carrés chacun.
Et on a également un espace d'exposition et surtout un espace de résidence, parce qu'on essaye également avec les autres espaces qui se sont créés, comme Spazio Mensa, Spazio Insito, enfin voilà, différents espaces qui se sont créés tous en ce moment, d'autres plus anciens, mais le gros phénomène, il se passe maintenant, de se compenser sur la scène romaine. Et donc, disons, un peu notre rôle, ce serait d'héberger des artistes étrangers pour leur faire découvrir la ville, mais surtout pour que la ville soit enrichie par leurs recherches. Voilà, donc on fera passer par Artaïs l'appel, si vous voulez bien, l'appel à Avec grand plaisir. dès qu'il sera prêt.